Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Karim Majoros, bonjour. Bonjour. Échevin du logement à Molenbeek, membre d'Ecolo. On va faire la transparence dans les logements sociaux à Molenbeek. Oui, et on a du travail à ce propos. On a justement hier, en conseil communal, adopté un nouveau règlement locatif qui fixe toute une série de balises pour faire en sorte que ces logements communaux à plafond social, donc pour des personnes les plus précaires, continue à être occupé par un public social. Alors on en avait déjà parlé, vous étiez déjà venu dans cette émission pour en parler à un moment où il y avait eu une petite polémique sur la permanence d'une famille dans un logement alors qu'elle n'aurait théoriquement pas dû y avoir droit. Il y a combien de logements sociaux? 308, c'est ça, Molenbeek? On est à 308, on sera probablement à 400 vu les nouvelles constructions d'ici 2019. Ouais, et 2700 personnes en liste d'attente, c'est ça? 2700 ménages, donc ouais. Beaucoup plus de personnes. Ouais, voilà. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez faire de la place pour réduire la liste d'attente? D'abord, on doit faire en sorte que toutes les structures de logement, tous les logements, que ce soit des logements communaux, des logements sociaux, des logements moyens, soient véritablement utilisés par le public auxquels ils sont destinés. Et donc, quand on a des logements communaux qui ont été financés comme des logements sociaux, par la politique des contrats de quartier ou d'autres subsides, on doit faire en sorte que ce soit les personnes les plus précaires qui actuellement vivent dans des logements privés qui sont parfois insalubres, souvent trop petits, souvent très chers, que ces personnes puissent bénéficier d'un logement communal social. Et donc qu'en permanence, on vérifie à chaque fin de bail de 9 ans et puis à chaque prolongation de 3 ans que les personnes se trouvent toujours dans... Ça veut dire qu'on applique un peu les mêmes règles? On applique la même règle et on a une équité entre tous les locataires, qu'ils viennent d'arriver ou qu'ils soient déjà dans le logement depuis un certain temps. Et donc concrètement, je suis bénéficiaire d'un de ces logements, soit logement communal, soit logement social. J'ai un changement de composition dans la famille, un enfant qui part, un divorce. J'ai un changement de niveau de revenu, un enfant qui se met à travailler. Je suis tenu de vous le préciser? Alors vous devez nous le préciser. Et puis si vous avez un gros changement de revenu, que vous avez une grande augmentation, il est évident qu'à ce moment-là, vous avez de quoi vous loger dans le privé. On vous oriente alors volontairement vers un logement qui soit adapté. Vous dites on vous oriente volontairement, ça veut dire je perds mon logement? Ça veut dire qu'on vous donne un préavis de entre 12 et 8 mois avant la fin du bail et on vous laisse la possibilité d'en trouver un autre. De la même manière, vous évoquez une perte de revenus. Une famille dont les revenus diminueraient à un certain moment donné, eh bien, grâce à l'allocation loyer régional ou à un équivalent communal, entre 15 et 220 €, on pourra appliquer donc une réduction très importante qui permettra de faire en sorte qu'aucune famille, à aucun moment, ne paye plus d'un tiers de ses revenus en loyer et avec une réduction supplémentaire de 20% pour les logements qui consomment beaucoup, donc les logements qui ne sont ni basse énergie ni passifs. Et la règle, c'est toujours un couple égale une chambre, un enfant égale une chambre? Pas tout à fait, c'est-à-dire qu'on considère que les familles qui ont par exemple des enfants en bas âge ou encore des enfants entre 12 et 18 ans, eh bien, on peut moduler. Une grande chambre par exemple peut être occupée par deux enfants de moins de 18 ans. Plus 12 mètres carrés, c'est ça, hein? Voilà, exactement. Comment ça se passe l'attribution des logements? Il y a une commission de 8 personnes, il y a des élus dans la commission ou il n'y en a plus? Il y en a aucun, il y en a plus du tout. Donc ce sont des fonctionnaires avec un profil assistant social. Ce sont des gens du logement molenbeekois, mais ce sont aussi des personnes de l'associatif. Et donc on avait l'association Bonne Vie. Maintenant, la LMK, qui est une autre association active dans la politique du logement, vient renforcer. Et donc on renforce vraiment la possibilité pour l'associatif de vérifier que ces logements sont correctement attribués, de prendre en compte la situation des personnes. Et ce ne serait pas le rôle des élus d'attribuer les logements et de s'assurer que les choses sont faites dans les règles et en respectant des objectifs de politique sociale? C'est le rôle des élus de faire en sorte qu'il y ait des règlements qui soient les plus clairs possibles, de faire en sorte que des personnalités indépendantes et souvent critiques puissent appliquer les règles. Et puis c'est après notre rôle et mon rôle d'échevin de faire en sorte de vérifier, preuve à l'appui, que ces logements sont attribués à des ménages qui correspondent au but qu'on a recherché. Alors, le règlement a été adopté hier en conseil communal. Oui. Et donc, il est d'application tout de suite? Il y a un petit délai de tutelle de 40 jours, mais on commence déjà à faire visiter les logements avec ce nouveau règlement. Alors, conseil communal hier, il y avait également une manifestation, on en parlait hier soir dans le journal de TV Bruxelles, les supporters du RWDM qui sont venus se faire entendre. Vous pouvez leur répondre quoi à ces supporters qui craignent la disparition de leur club? D'abord qu'on comprend leur attachement pour un club de foot nommé RWDM
avec ce qu'ils appellent les 4 lettres magiques RWDM à Molenbeek. On comprend tout à fait leur détresse par rapport à la gestion du club, qui est un club totalement privé, qui était catastrophique ces dernières années, avec M. Vormersch qui a eu un comportement tout à fait inexplicable, qui n'a pas voulu rentrer dans un processus de régularisation par rapport à l'occupation du stade avec la commune, malgré de nombreux efforts que le collège a pu réaliser. Les ponts sont rompus avec M. Vermersch. Donc on a essayé, mais pour l'instant on est au stade où, c'est le cas de le dire d'ailleurs, où M. Vormersch a changé les serrures du stade, nous a interdit l'accès, alors que comme commune, nous sommes propriétaires. Oui, ça s'est passé il y a une quinzaine de jours. Donc aujourd'hui, la commune ne peut plus ouvrir les portes du stade. Voilà, et donc nous sommes en justice pour essayer de récupérer l'accès de notre propre stade. Je ne sais pas si vous imaginez les difficultés que nous, on a pu avoir, les joueurs, les supporters, toutes les personnes qui ont cru dans l'RWDM, la déception que ces personnes peuvent avoir, elle est immense. Donc ça veut dire travailler avec l'équipe actuelle de dirigeants du RWDM, M. Vermersch notamment, c'est plus possible. Les supporters disent que ce n'est pas possible et je peux tout à fait les suivre. Et la commune dit la même chose? La commune dit la même chose, oui, tout à fait. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on change la direction du RWDM, soit on fusionne le RWDM avec le White Star, soit on fait cohabiter les deux clubs. C'est quoi la piste? Alors, sur ce que les clubs veulent faire, fusionner ou pas. Mais vous confirmez que le White Star viendra jouer au stade Edmond McTens? Il y a des négociations et c'est bien le collège but de mon collègue. Ou pas encore? Oui, tout à fait, oui. Donc l'accord de principe est là et il a encore été renforcé par l'accord de principe du conseil communal hier. Voilà. Après, qu'est-ce qui va se passer entre les deux clubs? Est-ce que l'un qui est en difficulté financière, le RWDM, va continuer à exister ou pas? Est-ce qu'il va renaître de ses centres en récupérant le nom? Est-ce que le White Star va vouloir s'en rapprocher? Ça ne nous appartient pas. Ce qui nous importe, c'est de faire en sorte que l'un ou l'autre, ou les deux, et ça c'est notre option privilégiée, club puisse occuper ce stade Edmond McTens à Molenbeek. Et qu'on maintienne une école de jeunes. Exactement. Surtout qu'on maintienne l'école des jeunes parce que c'est un facteur d'émancipation aussi pour de nombreux jeunes molenbeekois, par centaines. Alors, les questions d'actualité. Sans surprise, on a une question sur les avions pour vous. Avez-vous bon espoir de voir aboutir le recours en cessation environnementale introduit par la région bruxelloise? Je pense qu'avec l'objectivation qui était réalisée, le travail sur les sonomètres qui ont permis de montrer que, par exemple, dans la zone du canal, il y a 60% d'infractions supplémentaires en journée, 15% la nuit, et la nuit ne commence qu'à 23 h. Je vous laisse imaginer ce que ça représente pour les riverains. Il est clair qu'on a toutes les cartes en main maintenant pour faire en sorte que, effectivement, on arrête avec ce plan Watley, cette route Ankelings décidée il y a 10 ans, qui est utilisée de manière de plus en plus... Vous appelez route Ankelings, c'est la route du canal. C'est la route du canal qui a été décidée par la ministre Ankelings il y a 10 ans et son gouvernement, quand Écolo l'a quitté, parce qu'il trouvait à l'époque qu'il n'était pas normal de survoler des quartiers densément peuplés, des quartiers qui en plus sont remplis de sites industriels qui contiennent parfois de nombreux combustibles. On frôle la catastrophe à chaque instant et surtout on nuit à la qualité de vie des personnes qui ne savent plus dormir, y compris des enfants ou des personnes âgées qui sont fortement perturbées par ça. Il faut arrêter, il faut trouver un nouveau système. On doit non seulement trouver des solutions qui soient durables pour cet aéroport, pas du bricolage de on va la faire tourner les avions d'une autre manière, etc. Il faut absolument éviter le survol de Bruxelles, éviter les endroits qui sont les plus densément peuplés. Et puis moi je dirais comme écologiste, à un moment donné, il faut réfléchir. Est-ce que ça nous crée vraiment du bonheur que de voir des cargos débarquer avec des produits de haute technologie et renvoyer 3 jours plus tard? Est-ce que s'il y avait un délai un peu plus long, ce serait grave pour notre bonheur collectif? Je ne le pense pas. Oui, pour éviter le survol de Bruxelles, ça passe par une concertation entre régions. Évidemment. Écolo doit y être dans les prochaines majorités régionales ou pas? Je pense que le score est ce qu'il est. Donc, à titre personnel, on a pu voir que ce score n'est pas bon. C'est clairement une défaite. Ouais. Alors, Philippe Lamberts, qui était à votre place hier, disait pour moi, Écolo doit s'abstenir de monter dans une majorité, que ce soit au fédéral ou dans les régions. Je pense qu'il a raison. Donc vous êtes sur la même position? Je suis sur la même position parce que l'électeur nous a donné comme message que pour l'instant, il nous suggérait de nous mettre un peu en sourdine. Par rapport au gouvernement, ça ne nous empêchera pas de faire un travail tout à fait conséquent dans l'opposition. On peut compter sur des personnalités comme Zakia Katabi au niveau fédéral ou comme Zoé Genot au niveau régional pour vraiment avoir cette action forte de revendication permanente de nos objectifs politiques. Il y a un trio qui a été nommé pour faire l'évaluation de la défaite et essayer d'établir un petit peu les raisons de cette défaite, avec Luc Barbet, Muriel Jerkens notamment, et Benoît Lechat dans ce trio. C'est quoi ce rapport? Vous attendez quoi?
Il doit être fait rapidement d'abord ou pas? Donc je pense que c'est un encommissionnement. Effectivement, ce n'est pas du tout un encommissionnement. Il y a un délai qui a été fixé par le conseil de fédération, donc par finalement les représentants de toutes les régionales du parti. C'est un délai d'1 mois. Je pense qu'il faut maintenant avancer rapidement. Je disais un peu en boutade dimanche soir, on réussit de mieux en mieux nos échecs chez Écolo. Et donc on est maintenant capable d'analyser très clairement quelles sont nos difficultés. À titre personnel, mais comme beaucoup d'autres militants, je pense qu'on doit avoir un message beaucoup plus affirmé, beaucoup plus clair aussi. Et je pense que nos positions doivent être beaucoup plus radicales. Il faut changer de coprésident ou c'est pas on verra. C'est pas la seule chose qui est en jeu. Ce qui est en jeu, mais c'est pas exclu. C'est pas du tout exclu. Et je pense qu'ils sont très clairs. Émilie et Olivier sont très clairs par rapport à cela. Il nous reste 1 minute. Il y a eu ce fameux attentat contre le musée juif. Il y a aujourd'hui, notamment de la part de jeunes d'Anvers, des appels au djihad et à reproduire ce genre d'attentat. Est-ce qu'à Molenbeek, on a le sentiment qu'on maîtrise le dialogue interculturel, qu'on arrive à faire passer auprès des jeunes l'idée que le djihad n'est pas la solution? D'abord, il faut dire sur cette catastrophe et sur ce massacre que c'est tout à fait inacceptable et que la violence, quelle qu'elle soit, n'est acceptable nulle part et pour quelque raison que ce soit. Ceci étant, à Molenbeek, ma collègue Sarah Turin, qui est chefine du dialogue interculturel et aussi échevine de la jeunesse et de la cohésion sociale, travaille déjà maintenant à organiser, elle en a déjà réalisé il y a quelques mois, avant ces attentats bien sûr, des rencontres avec des parents de jeunes partis en Syrie ou revenus, avec une série de parents inquiets par rapport à la situation, des contacts avec des policiers également sont organisés, et donc c'est important de le faire, mais alors ça fonctionne et ça répond à une attente, c'est évidemment embryonnaire parce qu'il est difficile de toucher des personnes qui parfois sont à la marge. Ceci dit, il faut aussi se dire, c'est une étude de Mossine El Gabri, la plupart des jeunes qui partent ne sont pas des jeunes désœuvrés, ce sont des gens qui ont un niveau d'études supérieur et souvent des revenus tout à fait corrects. Et ce ne sont pas des jeunes qui, la plupart du temps, fréquentent les mosquées. Merci Karim Majoros d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, ce sera la météo avec Patrick Vermeer. Bon après-midi.